Tam, and Deputy Chief Public Health Officer, Dr. Howard New. Doctors, I will let you take it away. I believe that we have some opening statements, and after their presentation, we will go into a question period. Thank you very much. So bonjour à toutes et à tous. Today, we'll provide the latest update on the national epidemiology and modeling work that informs the ongoing response and planning for longer-term management of COVID-19 in Canada. Since the last update, multiple indicators show that Canada is past the peak of the Omicron wave, though infection rates remain elevated and hospitals are heavily strained. In the presence of overall high vaccination rates, health authorities are closely monitoring improvements of these epidemiological indicators in order to guide the stepwise easing of measures. For the immediate future, key preventive measures remain important for relieving the accumulated pressure on hospitals. Some measures will also be important for protecting vulnerable populations and maintaining readiness for a possible resurgence. This includes reducing vaccination coverage gaps and encouraging the use of personal protective practices, such as avoiding crowding, opting for well-ventilated spaces, and wearing masks as appropriate. Though we are hopeful we are approaching a period of reduced transmission, allowing Canadians a chance to regain a sense of normalcy, we know that SARS-CoV-2 virus is not going away. To that end, we must also use this time to prepare for the longer term by maintaining a cohesive approach across the country, strengthening capacity for rapid detection and response, and using personal practices as and where needed to better protect ourselves and each other. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous ferons le point sur les travaux d'épidémiologie et de modélisation effectués au pays qui orientent les interventions en cours et la planification de la gestion à long terme de la COVID-19 au Canada. Depuis la dernière mise à jour, de nombreux indicateurs montrent que le Canada a dépassé le sommet de la vague Omicron, même si les taux d'infection restent élevés et que les hôpitaux sont fortement sollicités. Compte tenu des taux de vaccination généralement élevés, les autorités de la santé surveillent de près l'amélioration de ces indicateurs épidémiologiques dans le but de guider l'assouplissement progressif des mesures. Dans les médias, l'utilisation des mesures préventives clés demeure importante pour atténuer la pression exercée sur les hôpitaux. Le recours à certaines autres mesures sera également important pour protéger les populations vulnérables et se tenir prêt à faire face à une éventuelle recrudescence du virus. Il faudra notamment réduire les lacunes sur le plan de la couverture vaccinale et promouvoir le recours à des mesures de protection individuelle comme éviter les foules, privilégier les espaces bien ventilés et porter un masque lorsque nécessaire. Bien que nous ayons bon espoir d'approcher d'une période où la transmission sera moindre, permettant aux Canadiens de retrouver un sentiment de normalité, nous savons que le virus SARS-CoV-2 ne disparaîtra pas. Dans cette optique, nous devons également profiter de cette période pour nous préparer pour le long terme, en maintenant une approche unifiée à travers le pays, renforcer la capacité de détection et d'intervention rapide et utiliser des mesures de protection individuelle au besoin pour nous protéger et protéger les autres. Slide 1. Since the last epidemiology and modeling update in January, multiple indicators of COVID-19 disease spread, including lab test positivity, RT or effective reproduction number, wastewater surveillance trends, and daily reported cases indicate that Canada is past the peak of the Omicron wave nationally. Although testing continues to underestimate true infections, many jurisdictions across Canada are now reporting weekly declines in the average number of reported cases. As of February the 16th, the latest national 7-day average was over 8,100 new cases being reported daily, which is a 27% decrease compared to the week prior. Diapositive 2. La forme de ces courbes montre à la fois une brusque diminution du nombre de tests effectués
et pourcentage de positivité continue de descendre, ce qui concorde avec de nombreuses autres sources de données indiquant une réduction des niveaux d'infection. Slide 3. Community-based wastewater surveillance also provides a way to estimate the true number and trend of infections during this period of reduced general population testing. The black line shows the number of actual reported cases from traditional case-based surveillance in 5 Canadian cities, while the blue line shows the estimated number of true cases based on community-based COVID-19 wastewater signals in those same cities. This method, which aligns with other data sources, indicates that the trend and peak of the Omicron wave involves a much higher number of cases than were detected through case-based surveillance. Notably, the estimated blue line trajectory does not take into account the easing of public health measures, which could result in some bumps over the coming weeks. Diapositive 4. Les tendances liées aux hospitalisations sont indiquées pour les 6 provinces canadiennes les plus populeuses, tout en reconnaissant que Omicron a été très répandu et ce qui a eu un impact sur la capacité des hôpitaux partout au pays. Malgré un risque d'hospitalisation plus faible et un risque encore plus faible d'admission aux soins intensifs associés à Omicron par rapport à Delta, même la faible proportion de cas ayant entraîné des admissions à l'hôpital et en soins intensifs a été substantielle. Ensemble, le volume sans précédent de cas sur une courte période et l'augmentation des maladies du personnel et des exigences d'isolement ont eu un impact important. Heureusement, les signes prometteurs se maintiennent en ce qui concerne le ralentissement des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs. Au cours des 2 dernières semaines, la plupart des provinces et territoires ont signalé une réduction hebdomadaire du nombre quotidien de personnes atteintes de la COVID-19 traitées dans les hôpitaux. Ces baisses sont particulièrement évidentes en Ontario et au Québec, qui ont été les premiers à connaître la recrudescence associée à Omicron et semblent désormais avoir franchi le sommet pour ce qui est des conséquences sur les hôpitaux et les unités de soins intensifs. Par rapport à la mise à jour de la semaine dernière, les dernières données montrent une diminution de 16% du nombre de personnes atteintes de la COVID-19 traitées quotidiennement dans les hôpitaux. Cependant, cela reste une moyenne sur 7 jours de plus de 8100 dans les hôpitaux chaque jour, dont près de 900 en soins intensifs et 95 décès ont été signalés quotidiennement. Soulager la pression sur les hôpitaux est une priorité essentielle alors que nous sortons prudemment de la vague d'Omicron pour nous rétablir et renforcer notre capacité et notre résilience à gérer le virus SARS-CoV-2 à plus long terme. Slide 5. It is important to note that based on selected hospitals data for the month of January, 40% of patients were admitted due to their COVID-19 infection, while the remainder were admitted for other reasons. While the overall volume of Omicron cases drove up hospitalization rates across all age groups, the age distribution of cases in hospital is similar to previous waves of the pandemic, with hospitalization rates highest among older Canadians. Over the past month, severe outcomes, including the number of hospital and ICU admissions and deaths, were highest amongst adults 60 years of age and older. Cases in infants aged under 1 year are almost 6 times more likely to be hospitalized than children aged 1 to 4 years. But while hospitalization numbers have increased in this age group compared to previous waves, they remain low overall. Likewise, children continue to have low rates of intensive care admissions overall. However, infants aged under 1 year have the highest rates, which over the past month have been higher than at any other time previously during the pandemic. This is why it is particularly important for parents and close contacts of infants and young children to continue taking measures to reduce the risk of exposure among children.
Diapositive 6. Les Canadiens âgés de 12 ans et plus ont une couverture vaccinale de 88 et plus avec au moins 2 doses et la couverture continue d'augmenter chez les Canadiens de 5 à 11 ans, qui sont devenus admissibles à la vaccination plus récemment. En date du 13 février, 56 avaient reçu au moins une dose. Au total, il y a actuellement plus de 5,6 millions de Canadiens qui sont admissibles à la vaccination et qui n'ont pas encore été vaccinés ou qui n'ont pas reçu 2 doses d'un vaccin contre la COVID-19. Cette semaine, Santé Canada a approuvé le vaccin Novavax ou Vaxovid, qui est le premier vaccin à sous-unité de protéines recombinantes contre la COVID-19 à être autorisé pour une utilisation chez les adultes au Canada. Le vaccin Nuvaxovid fait appel à une technologie vaccinale utilisée au Canada depuis de nombreuses années pour la prévention d'autres maladies évitables par la vaccination, telles que la coqueluche et l'hépatite B. Parmi les plus de 2,5 millions d'adultes canadiens âgés de 18 ans ou plus qui n'ont pas encore été vaccinés contre la COVID-19, le vaccin Nuvaxovid pourrait constituer une option pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas recevoir un vaccin à ARNM. Slide 7. As well, many Canadians who have completed their primary series with at least 2 doses need a booster dose to restore immunity that may have waned over time and to provide better protection against the Omicron variant. Given substantially higher risk of hospitalizations and critical illness with increasing age, improving booster dose coverage, particularly among adults aged 50 years or older, is particularly important. Diapositive 8. Depuis que les vaccins ont commencé à être accessibles, les taux d'hospitalisation ont constamment été inférieurs chez les personnes entièrement vaccinées comparativement aux personnes non vaccinées. Cet avantage en matière de protection a connu des variations, mais est demeuré important tout au long des vagues de la pandémie, ce qui démontre clairement que le fait d'avoir reçu au moins 2 doses confère une protection élevée. En janvier, au moment où on a commencé à observer une forte augmentation des cas attribuables au variant Omicron au Canada, les personnes vaccinées continuent d'être moins à risque d'hospitalisation que les personnes non vaccinées, avec un taux d'hospitalisation qui était 4 fois plus faible chez les personnes entièrement vaccinées que chez les personnes non vaccinées et 13 fois plus faible que chez les personnes entièrement vaccinées ayant reçu une dose supplémentaire que chez les personnes non vaccinées. En général, la protection contre les hospitalisations est d'environ 90 et plus peu après une dose de rappel d'un vaccin à ARNM contre la COVID-19, ce qui est d'environ de 10 à 20 plus élevé que peu après la deuxième dose. Slide 9. This updated longer range forecast showing estimated daily cases on the left and daily hospital admissions on the right illustrates how the Omicron wave could evolve in the coming weeks, with many jurisdictions easing public health measures. Note, due to changes in data availability, there is significant uncertainty in these forecasts. The 3 scenarios shown in each figure show that while Omicron activity has likely peaked, easing of public health measures could still lead to resurgence. The blue line trajectory show that with a moderate effect of easing public health measures, we could expect a limited resurgence of daily cases with potential for a more modest resurgence in daily hospital admissions towards the spring. The red line trajectory shows that with a more substantial effect of easing measures, we could expect a larger resurgence of daily Omicron cases, potentially exceeding prior peaks. But similarly, the peak of daily hospital admissions could be much lower. While resurgence of cases is not unexpected, given the characteristics of the Omicron variant, the good news is that current levels of immunity in the Canadian population are expected to reduce the impact of the Omicron infections going forward.
in particular with an increasing proportion of breakthrough infections in people with some prior immunity from vaccination and/or infection. It is expected that a smaller proportion will require hospital admission, such that the impact on our healthcare system could be less severe, even with a large number of cases. Diapositive 10. Le virus SARS-CoV-2 n'a cessé d'évoluer depuis son émergence fin 2019, entraînant l'apparition et l'accumulation de mutations aléatoires qui peuvent avoir un impact sur les caractéristiques du virus, telles que la transmissibilité et la gravité. Certaines de ces mutations ont aidé le virus à se propager plus facilement, notamment en échappant à la protection immunitaire lorsqu'il passe d'une personne à l'autre. De cette manière, les mutations accumulées peuvent entraîner de nouveaux variants préoccupants qui peuvent émerger des variants existants. Ou de nouveaux variants comme Omicron peuvent également apparaître plus soudainement si des mutations accumulées restent cachées à notre surveillance, par exemple si le virus évolue chez une personne immunodéprimée ou un hôte animal. Cela démontre pourquoi nous devons surveiller et nous préparer à l'émergence de nouveaux variants qui pourraient apparaître soudainement. Slide 11. Almost all countries around the world have reported the Omicron variant, although some are further ahead than others in coming through the Omicron wave. We are closely monitoring other countries that have similarly passed the Omicron peak, including those that have begun to ease public health measures, having achieved a high vaccination coverage. Likewise, we are monitoring the impact of genetic sublineages of the Omicron variant, such as the BA.2, while continuing to look out for the emergence of other variants of concern, as well as transmission of SARS-CoV-2 amongst animal populations. Global collaboration remains as important as ever, including strengthening surveillance and research and ensuring access to vaccinations and treatments. Diapositive 12. Ensemble, les derniers scénarios modélisés montrent que même si nous devons poursuivre une approche prudente des mesures d'assouplissement et surveiller de près les indicateurs de gravité, il y a place pour un optimisme prudent. Grâce au sacrifice et à la force durable des Canadiens, nous sommes dans une position plus forte que jamais auparavant. La vaccination ainsi que les mesures de santé publique et les changements que nous avons apportés à notre routine quotidienne ont permis de minimiser les préjudices graves de la COVID-19 et de sauver des vies. Bien qu'une recrudescence soit encore possible, la base de protection plus solide du Canada, acquise grâce au développement et à l'application d'une gamme d'outils, peut nous aider à adopter une approche plus équilibrée et plus durable. Alors que nous nous efforçons de réduire les conséquences graves, ces outils peuvent aider à soutenir les populations vulnérables et de réduire l'impact sur les systèmes de santé tout en minimisant les perturbations sociales. Alors que nous sortons de la phase de crise, nous pouvons continuer à compter sur des outils cruciaux pour la prévention, la détection précoce et la réponse, notamment les vaccins, les tests, une surveillance robuste, les traitements et les infrastructures de santé publique et de soins de santé. Pour la santé publique et les individus, le maintien de la prudence et un état de préparation seront notre plus grand avantage alors que nous récupérons et renforçons notre capacité d'intervention pour l'avenir. Pour les individus et les familles, cela comprend la mise à jour des vaccins contre la COVID-19, y compris l'obtention d'une dose de rappel lorsqu'elle est éligible, être conscient de l'évolution des risques et maintenir des pratiques de protection individuelle telles que le port de masque, rester à la maison en cas de maladie et améliorer la ventilation des espaces intérieurs. Merci à d'innombrables Canadiens pour leurs efforts continus. Merci. Slide 12. Thanks to the sacrifices and enduring strength of Canadians, we are in a stronger position than ever before. Vaccination,
together with public health measures and changes we have made to our daily routines, have worked to minimize COVID-19 serious harms and save lives. Although resurgence is still possible, Canada's stronger foundation of protection gained through the development and application of a range of tools can help us achieve a more balanced and sustainable approach. As we strive to reduce serious outcomes, these tools can help support vulnerable populations and reduce impacts on health systems while minimizing societal disruption. As we transition out of the crisis phase, we can continue to rely on crucial tools for prevention, early detection, and response, including vaccines, testing, robust surveillance, treatments, and public health and healthcare infrastructure. For public health and individuals alike, maintaining caution and a state of readiness will be our strongest advantage as we recover and enhance our surge capacity for future response. For individuals and families, this includes keeping COVID-19 vaccinations up to date, including getting a booster dose when eligible, being aware of evolving risks, and maintaining individual protective practices such as wearing masks, staying home when sick, and improving ventilation of indoor spaces. For ongoing efforts of countless Canadians, thank you. Merci. Miigwech. Great. Thank you very much. I believe that concludes the presentation from our guests today. So we will start with the question period. It'll be one question, one follow-up. As a reminder, on va commencer la période des questions maintenant. C'est une question et un suivi. Our first question will be from Aiden Chimandi with iPolitics. And I will just unmute. Let's see here. Sorry about this. Hello, can you hear me? Thank you. Yes. Happy Friday to everyone. So the NACI document released yesterday says Novavax is good for appealing to vaccine hesitant folks. So are you aware of any government plans to use it for that purpose for Canadians? And if so, can you explain how this will be done? Yes, so we're in close contact with provinces and territories, and they are the ones who are going to be telling us how much of the vaccine they need based on their understanding of their population's requirements. On the whole, I think people are looking at, well, what's the proportion of the population that hasn't got a booster, even though they already had 2 doses? That's one statistic. But then, of course, there are some Canadians who have never really even got their first dose. So these are the sort of baseline statistics that provinces will have. And then there are surveys and public opinion research looking at, well, what's the proportion of individuals who have not yet got a vaccine who may want an alternative vaccine? And these vary, I think, across the country, but anywhere between 10 to 50% of those who have not yet been vaccinated said they would be interested in an alternative vaccine. And so the Novavax vaccine offers them that potential option. It's Dr. New, and I would just underscore the point that I think in Canada, we're so fortunate to have such a selection, a choice of vaccines now, obviously with the approval of the Novavax vaccine. And I think Canadians really need to understand, recognize, and appreciate the fact that we have that choice. And as Dr. Tam said, if there are those individuals that haven't gotten their first or second dose because of some hesitation or questions about the mRNA vaccines, which still obviously with the hundreds of millions of doses of vaccine administered around the world with good obviously effectiveness, I think is still a very good choice. But now we have an additional choice. So I think Canadians can feel very good about the fact that they have this choice, and I think really it underscores the importance of going forward and getting vaccinated. And in terms of actually, in terms of actually reaching out
to these folks? Like, what do you recommend is the best way to reach them? Are we talking advertising campaigns? Yes, the actual operationalization of the vaccine programs are done by provinces and local jurisdictions, but I think it would be more of a multifaceted approach. There's never been a one-size-fits-all for every population, but certainly outreach more broadly, like we're doing now, and public announcements, but also at a more local level in terms of the understanding of which populations might still need a different vaccine. Some individuals, of course, have some contraindication based on maybe a reaction that is severe, that's been assessed post mRNA vaccine. So those individuals would consult with their physicians on the risk and benefits of receiving different vaccines. And so outreach to healthcare providers, making sure they know that this vaccine is an option for their patients is another domain, and they're in the best position to explain the relative risks and benefits of the options in front of an individual. So I think it'll be multifaceted approach. And I can't tell you what channels the vaccines are going to be provided in, because that's in the local setting. But we do know that this vaccine is fridge stable, which also makes it easier logistically to distribute. Thank you. Okay, our next question will be from Sébastien Desrosiers avec Radio-Canada. Bonjour, merci donc de prendre ma question. D'abord, j'aimerais vous demander ce que vous pensez des restrictions à la frontière, les restrictions de voyage qui ont été annoncées cette semaine par le ministre Duclos. En fait, plus précisément, pourquoi est-il toujours nécessaire de présenter un test antigénique en laboratoire? Et quand est-ce que cette restriction-là pourrait éventuellement être levée? C'est Dr. New, peut-être je peux commencer. Merci pour la question. C'est toujours une question d'analyser les données probantes à la frontière, aussi comparer l'épidémiologie, qu'est-ce qui se passe actuellement au pays, au sein du pays, comparé avec les autres pays à l'étranger. Ce qu'on voit à la frontière, c'est même avec l'exigence d'un test comme les moléculaires ou maintenant aussi une rapide antigénique, on voit un certain pourcentage des voyageurs qui arrivent à nos frontières positifs, qui a un dépistage positif pour la COVID-19. C'est moins pour les personnes vaccinées comparé aux personnes non vaccinées, mais aussi encore un pourcentage. Donc, je pense que c'est quelque chose à suivre parce qu'on sait que à la fin du compte, c'est peut-être au futur une question comme dire, une tolérance de risque, aussi une gestion de risque, parce que avec tout ce qui se passe au Canada, aussi comparé aux autres pays, il faut trouver un équilibre. Mais pour l'instant, c'est un enjeu actuel. On continue à analyser les données probantes. Je peux vous dire que peut-être pour la semaine prochaine, je pense que avec les données que récemment, pour la semaine qui finit le 12 février, environ 2% des personnes complètement vaccinées ont encore un test positif. Ça, c'est avec l'exigence d'un test avant leur arrivée au Canada. Et parmi les personnes non vaccinées ou seulement partiellement vaccinées, le taux de positivité, c'est 5,46%. Donc, c'est quelque chose à suivre parce que c'est pas zéro. Le risque, c'est jamais zéro, mais c'est quelque chose à suivre. C'est moins qu'avant parce que pendant les fêtes, le taux de positivité est beaucoup plus haut, mais maintenant aussi avec la vague Omicron, je pense que ça a diminué. Je pense qu'on est dans une autre position pour regarder les données probantes et peut-être changer peut-être la politique peut-être au fur et à mesure. Merci. OK. Donc, les pourcentages que vous donnez, ce sont les voyageurs qui arrivent à la frontière, juste pour être certain. C'est ça. D'accord. Ma deuxième question, en fait,
c'est à propos de la 3e dose du booster. Le gouvernement du Québec aujourd'hui annonce que les jeunes de 12 à 17 ans seront admissibles à cette 3e dose à partir de demain. Ils ne l'étaient pas encore. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous favorable à l'administration d'une 3e dose chez les mineurs? Oui, on voit qu'avec qu'est-ce qui se passe avec la couverture vaccinale au Canada, en général, on a bien fait au Canada le taux de vaccination pour les personnes qui ont déjà reçu, comme on dit, une série primaire avec les 2 doses. C'est très, très bon, mais je pense aussi, on a vu que ça commence aussi avec comme c'est à l'échelle de la population générale, une diminution avec la protection et l'immunité après plusieurs mois, je pense environ 6 mois. Donc, on voit aussi qu'avec une dose de rappel, une 3e dose, ça peut augmenter la protection contre plusieurs variants, incluant le variant Omicron. Donc, je pense que c'est avec la science que le gouvernement de Québec, mais aussi à travers le pays, offre une dose de rappel, une 3e dose pour la population générale, pour toutes les personnes admissibles, incluant maintenant aussi les adolescents. Mais je pense que c'est aussi important de voir qu'on recommande en général pour les personnes qui ont complété leur série primaire, il faut normalement attendre 6 mois avant de recevoir une 3e dose, une dose de rappel. Merci. Okay, thank you. Our next question will be from Dylan Robertson with the Winnipeg Free Press. Hi, doctors. Thanks so much for taking our questions today. I wanted to ask Dr. Tam what your message is to Manitobans, because we see the hospitalizations are supposed to go up again, but it's nowhere near the peak that we saw last month. And almost all the restrictions are being lifted in the province, but we still have a major backlog in care. And so that will clearly put some sort of strain on that system. So I know you're not here to tell the provincial government what to do, but I'm wondering, what would you tell the public in Manitoba? Should they go above and beyond the masking and gathering restrictions being lifted, or do you have any kind of advice? Well, I think very key to this transition period, we expect some turbulence or bumps in the epidemic curve, is that individuals can certainly get their booster shots if they're eligible. That you've seen the gap still in some of the uptake of vaccines, even in people who've got the 1st and 2nd dose. So that's one thing. And secondly, I think masking in indoor spaces when you're not with your household members, that can potentially continue as a habit, as a personal protective measure going forwards. And taking all the knowledge that you have gained over the last couple of years in how to reduce risk based on your personal circumstances, because everyone's a little bit different in terms of their risks and who they're in contact with. But I think the message is that the Omicron virus will continue to circulate. It hasn't disappeared, and will probably continue at quite a high level for a number of weeks, and we're monitoring that very closely right now. And so individuals can take those additional measures based on their personal context. I have to also say that we are presenting national level data, and some of it may be broken down provincially, but they're actually quite different virus activities within the provinces themselves. So there are some northern areas that are actually still experiencing quite high activities compared to maybe some of the bigger cities. And so that should be taken into account as well. Thanks so much. And as a follow-up, I just wanted to get your thoughts on the modeling itself, because we know this is not a crystal ball, that there's a lot of changes. But a month ago, the projection had Manitoba bound for around 180 hospitalizations a day. The peak ended up being less than half of that. So I'm not trying to criticize. I think we know that these modelings all have lots of caveats. But could you perhaps walk me through what factors might have shaped that different outcome in Manitoba? Yes, so the modeling shows what could happen, but what actually makes a difference, and I always like to love to see
actual data, if it's properly collected, to be better than the projections, because that shows that the measures are working, or people are, the measures themselves, that there could be more measures or more people taking vaccines or other factors that have provided a more optimistic trajectory. The other aspects include, there's the models don't incorporate every single dynamic that is happening with immunity in the population. It's also possible that, quite a lot of infections occurred, which provides more protection for a population as well. And the models also doesn't take into account waning immunity. So they're not there to cover all bases. But I always think that it's great to be proven as, not to have a real life experience that is better than the projected forecast. That shows that people have really taken to heart some of the public health advice. Okay, our next question will be from Raymond Fillon de TVA. Oui, bonjour. J'aimerais poser une question concernant les graphiques à la page 9. Quand on regarde la courbe rouge du côté droit, est-ce qu'on doit comprendre que l'assouplissement des mesures pourrait causer au mois de mars une recrudescence des hospitalisations presque aussi importante que celle qu'on a vue au début de l'année? Oui, merci pour la question, c'est Dr. New. Oui, c'est jamais comme une boule de cristal, mais avec les modélisations, c'est toujours possible avec l'assouplissement des mesures de santé publique. On peut voir une recrudescence des infections. Les choses importantes aussi, c'est avec tous les outils, on sait que les cas d'infection, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement qu'on va avoir aussi des autres indicateurs tardifs qui vont augmenter comme les hospitalisations. On voit ça même maintenant avec la vague Omicron parce que les maladies graves, les personnes qui ont besoin d'être dans une unité de soins intensifs, c'est moins qu'avant. Donc, oui, c'est quelque chose que je pense que tous les gouvernements à travers les pays suivent étroitement la situation avec l'assouplissement des mesures de santé publique dans leur propre juridiction. Et c'est quelque chose à suivre. Et c'est quoi l'impact sur les systèmes de soins de santé, mais plus important peut-être aussi avec la maladie grave. Donc, je pense qu'il faut peut-être garder un peu séparément, comme dit, seulement les cas d'infection, mais aussi qu'est-ce qui va se passer peut-être avec les impacts sur le système de soins de santé. Mais quand on regarde ce qui se passe du côté du Danemark, où ils ont enlevé toutes les mesures sanitaires, il y a eu explosion ces dernières semaines du nombre de cas, puis là, du nombre de décès, là, ce que je voyais en début de semaine. Vous, est-ce que vous êtes à l'aise avec ce qui a été annoncé en Ontario et au Québec au cours des derniers jours pour ce qui est des assouplissements qui s'en viennent dans les prochaines semaines? C'est Dr. New, c'est pas pour moi pour prononcer qu'est-ce que le gouvernement de Québec et Ontario ont fait. Je pense que tout le monde, avec les autorités de la santé publique, on est tous sur les mêmes pages. On sait que maintenant, on a passé, comme a franchi le sommet de la vague Omicron et maintenant, c'est sûrement avec prudence que les provinces et territoires commencent à assouplir, je pense que prudemment, les mesures de la santé publique. Mais c'est sûr, on peut toujours apprendre avec les expériences dans les autres pays, en particulier, comme vous avez constaté, les pays en Europe, parce que des fois, ils sont plus en avance que nous et on va apprendre de leurs expériences. Et c'est la même chose avec le Québec et Ontario. Ils sont peut-être au début avec la vague Omicron et maintenant, ils ont franchi peut-être le sommet un peu plus avant les autres provinces et territoires. Et c'est quelque chose à suivre. C'est sûr, il faut trouver un équilibre parce que je pense que tout le monde veut, comme on dit, un retour
fonctionnement de la société. Peut-être pas comme avant, mais plus comme dire une normalité, mais aussi il faut aussi garder, protéger notre système de soins de santé. Donc, ça, c'est l'équilibre que toutes les provinces et territoires continuent à trouver. Et je pense que c'est quelque chose à suivre dans les semaines à venir. Okay, thank you. Our next question will be from Frédéric Lacroix-Couture avec La Presse canadienne. Please go ahead. Oui, bonjour à vous deux. On voit, certaines provinces comme le Québec et l'Ontario ont annoncé le retrait du passeport vaccinal d'ici quelques semaines. J'aimerais savoir, selon vous, est-ce que c'est une mesure qu'on aurait dû garder encore un bon bout de temps, là? Est-ce qu'il est trop tôt pour retirer le passeport vaccinal? Et selon vous, quel impact le passeport vaccinal a eu, soit sur la vaccination ou sur la transmission du virus? OK, merci pour la question. C'est Dr. New. Peut-être je peux commencer. C'est intéressant aussi, on parle des passeports vaccinales. Je pense que Dr. Tam et moi, on a constaté avant que c'est sûr, on a vu avec les données probantes que après peut-être une annonce d'un gouvernement, peut-être pas une exigence pour comme dire, un passeport vaccinal, que le taux de vaccination augmente un peu. Ça, oui, c'est sûr que pour quelques personnes, c'est une motivation pour se faire vacciner. Mais pour moi, c'est intéressant parce que si on retourne vraiment pour les principes de la santé publique, on sait que c'est très important d'augmenter la couverture vaccinale le plus haut possible parce qu'avec les données probantes scientifiques, on voit que les vaccins sont sûrs et efficaces et vraiment donnent une bonne protection aux personnes vaccinées. Ça, c'est sans question, je pense, que parmi tous les scientifiques. Mais peut-être c'est une perspective personnelle. Je pense que c'est aussi quelque chose de très important, à part de, comme dire, les sciences, comme peut-être je peux constater, les sciences quantitatives avec les chiffres, les données avec les taux d'hospitalisation, tout ça. On sait maintenant, il faut aussi bien apprécier ce qu'on appelle les sciences de comportement ou les sciences qualitatives. On sait que et c'est très important si vraiment on va augmenter la couverture vaccinale. Il y a plusieurs moyens, plusieurs façons de peut-être encourager les personnes à se faire vacciner. Donc, c'est sûr, le gouvernement, à travers les pays, a utilisé les moyens comme les passeports vaccinales, mais je pense que ce n'est pas seulement une question de oui ou non, c'est un passeport vaccinal. Je pense que c'est vraiment, en fin de compte, c'est très important peut-être regarder c'est quoi les motivations, c'est quoi comment dire, les comportements de santé pour les sous-populations peut-être qui n'ont pas peut-être pris l'avantage des vaccins jusqu'à date et peut-être trouver des moyens pour augmenter la couverture vaccinale. Ce n'est pas seulement une question des mandats vaccinaux ou des passeports vaccinaux. Et pour le premier volet de ma question, est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que cette mesure-là devrait rester encore? Est-ce qu'il est trop tôt pour la retirer, en fait, de retirer le passeport vaccinal? Ça, c'est une décision pour le gouvernement des provinces et territoires. Moi, je pense que j'avais dit à plusieurs reprises que si on veut augmenter la couverture vaccinale, c'est toujours mieux. On a vu que la plupart des Canadiens apprécient la science et on fournit les renseignements, l'information pour les bénéfices aussi comparés aux risques de la vaccination. On voit avec la couverture vaccinale très haut en général pour les Canadiens. Donc, si le gouvernement des provinces et territoires veulent aussi utiliser des autres moyens pour augmenter la couverture vaccinale, c'est une décision des gouvernements des provinces et territoires. Et c'est pas pour moi pour prononcer si c'est plutôt ou non. C'est quelque chose à suivre dans les semaines à venir. Qu'est-ce qui va se passer avec l'épidémiologie? OK, merci. Et pour revenir sur les 3 scénarios que vous avez présentés un peu plus tôt, est-ce qu'il y en a un qui vous semble plus probable qu'un autre là, en fonction des assouplissements qui ont été annoncés dernièrement? C'est difficile parce que on dit plusieurs reprises, on n'a pas une boule de cristal. Je pense que
Le Canada, c'est un grand pays. Et on voit que le contexte, la réalité sur le terrain dans chaque province et territoire est un peu différent. Donc, qu'est-ce qui se passe en Ontario et au Québec? C'est un peu différent peut-être comparé au territoire avec leur contexte, leur épidémiologie, leur population en risque. Donc, je pense que chaque province et territoire, on voit que peut-être une approche, peut-être même pour l'assouplissement des mesures de santé publique, peut-être un peu variée d'une côte à l'autre du pays, mais pour moi, c'est difficile vraiment pour vous dire maintenant quel est peut-être le scénario le plus probable. Je pense que c'est quelque chose à suivre parce que si on parle à l'échelle nationale, c'est difficile parce que avec les provinces les plus populeuses comme le Québec et l'Ontario, qu'est-ce qui se passe dans les provinces comme ça? C'est peut-être ça va comme dire, avoir un impact sur comme dire, la situation pour comme dire, à l'échelle nationale, mais on voit que dans chaque province et territoire, c'est une réalité, un contexte différent. D'accord, merci. Thank you. And I don't see any further hands raised, so I'm going to just take this chance to ask one question on behalf of one of my Global News colleagues. Reminder for anyone who has not asked a question yet, if you want to do so, please raise your hand and I will try to get to you quickly here. This question is for Dr. Tam. Dr. Tam, in your presentation, you mentioned that Canada is transitioning out of the crisis phase. Can you clarify what exactly that means? Are we moving out of the worst of the Omicron wave or out of the worst of the pandemic, do you believe, in general at this point? Yes, I think in discussion with my colleagues, the chief public health officers, we actually put a collective statement at the beginning of the week. I think we're speaking on both counts. So coming out of the Omicron wave, but also in the more than 2 years of experience with this pandemic, is that there's a significant buildup of immunity in the population. And we have more tools. We have many Canadians having been vaccinated, and we could do with a bit more boosting of the boosters, but many people have rolled up their arms, and we've got treatments now coming on board. We should be able to manage the pandemic going into the future without, I think, some of the more stringent or restrictive public health measures. They may still be needed if there was a very severe variant that escapes vaccine immunity, for example. So we don't want to completely reduce all of our capacities. We want to be able to surge as needed. But for now, I think given the projections, if we don't get another variant that is very significant in terms of impacts, we should see a diminution of the Omicron wave and be able to return back to some of that normalcy. So I think the idea is not to do that sort of yo-yo effect, you know, for the last couple of years where restrictions have to come on and then they come off and then another resurgence occurs in a way that overwhelms our hospitals. And so I think, and in response to some of the previous questions about the modeling as well, is that the key focus right now are severity indicators like hospitalizations. The cases might go up, but as long as that wave of hospitalizations is not as high, then we can probably cope with that. And with that comes a better balance to have some of the other social and economic activities coming back to more normal approaches. And, you know, I think I would divide the next period of time into different time groupings, if you like. So right now is a transition phase. We're trying to ease out of the Omicron wave. We're trying to take the public into a different space from increasing their abilities to manage their own risks and protect themselves while protecting the vulnerable as well. We might, you know, I think I need to remind everyone there are some groups in our population
that are at high risk still of the COVID-19 virus, and we need to collectively help support them. And but then moving into a phase of readiness for the next wave, but really readiness for the next fall. So we have our eye on the medium term of preparing for potential resurgence, but on top of other respiratory viruses in the coming fall winter season. And then even longer term, the sustained approach to pandemic preparedness, but reinforcing our longer term vaccination programs, should that be necessary for the Omicron virus, for the COVID-19 SARS-CoV-2 virus itself, and other platforms and infrastructures that we need to be sustained and enhanced. So I think we're all looking just slightly beyond the immediate day-to-day management of the response into recovery and planning and readiness. Excellent. Thank you very much. I don't see any further hands raised, so I believe that concludes our press conference at this point. Dr. Tam, Dr. New, thank you so much. Thank you as well to all of our interpreters for their hard work here, and have a great afternoon, everyone.